Bonjour à tous et bienvenue dans Retour vers le début, le podcast qui raconte le début de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir un cinéaste, d'abord romancier, et c'était une évidence que ces livres, dont La délicatesse, soient adaptés au cinéma. Comment passer à côté de son film Jalouse avec Karine Viard ou encore Fantasme? Merci à David Fontkinos d'être mon invité. Salut David. Salut Léa. Ça va? Comment ça va? Bah bien, et toi? Bah super, je suis ravi de te retrouver pour cette émission et les débuts. Bah en fait, j'avais dit oui, mais je savais pas vraiment ce qu'était ton émission. T'as dit oui parce que c'était moi. Voilà. Parce que chaque fois qu'on se croise, c'est toujours un plaisir. Ouais, donc je découvre que je pensais que c'était sur le cinéma, mais les débuts, ce qui est très très bien. Ouais, parce que je suis passionnée. Et ce qui est marrant d'ailleurs, parce que, enfin rien à voir, mais juste avant ton invité précédent que j'ai croisé dans les escaliers, c'était Colline Serrault. Ouais. Et je lui ai raconté une anecdote, je me souvenais très bien quand j'avais 10 ans, qu'elle a raflé tous les Césars pour 3 hommes, un couffin, et qu'elle est arrivée en retard. Donc ça prouve que j'étais déjà obsédé par la cérémonie des Césars et le cinéma à 10 ans. À 10 ans, et elle t'a expliqué. Voilà les débuts. Elle m'a expliqué pourquoi elle était arrivée en retard. 40 ans après, j'ai eu la réponse. Ouais, c'est fou. Grâce à toi. C'est beau. Tu vois, c'était quelque chose qui t'avait obstiné, quoi. C'est fou. Oui, moi, je vais retourner justement à ton enfance. Alors, déjà, avant tes 10 ans, moi, je veux savoir, David Fontkinos, dans quel genre de famille t'es né et si t'avais des rêves de petit garçon déjà. Ah, c'est étonnant parce que tu sais, je parle pas trop. J'ai écrit des romans. Vraiment, je suis un auteur de fiction. J'adore raconter des histoires et je suis plutôt assez. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est plutôt un milieu modeste, pas forcément culturel. La grande chance qu'on a, c'est que ma mère travaille à Air France. Donc incroyable parce qu'on voyage dans le monde entier grâce au GP. Donc, mon frère et moi, on a comme ça une ouverture culturelle énorme sur le monde. Faut imaginer, moi, je reste totalement obsédé par ça. On allait aux États-Unis. Mais pour un enfant, aller aux États-Unis en 1980, à 6 ans, 7 ans, d'abord il y avait les dessins animés le matin à la télévision, il y avait des télécommandes, j'allais à Disneyland. J'ai été totalement fasciné par ce monde et en même temps, une enfance, on vivait à Villejuif, dans une tour HLM. Mes grands-parents, alors du côté de ma mère, étaient dans des cités à Meaux, en banlieue de Meaux, à Beauval. Et mes grands-parents dans la banlieue paternelle, dans la banlieue de Perpignan. Donc un milieu extrêmement modeste et puis avec des vacances ultra privilégiées. Donc assez étrange. Ok, donc tu voyages énormément, tu découvres le monde, mais à ma connaissance, tu lis très peu. T'es petit, il n'y a pas de livre à la maison, quoi. Non, ça j'ai dit. Ouais, c'est vrai que alors moi j'étais pas du tout comme quoi on peut devenir écrivain, être obsédé par la littérature et que c'est toute ma vie la littérature. Et mais t'as pas été alors non seulement j'avais pas au-delà de l'éducation parce que parfois on peut donner à ses enfants beaucoup de livres à lire, et ils aiment pas forcément lire. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de livre chez moi que j'aurais pu lire à l'école, mais c'est vrai que j'ai pas baigné dans un environnement, en tout cas avec les livres, ça c'est sûr, et à l'école j'ai détesté lire. Donc j'étais pas du tout en phase avec ça c'est certain. Et t'étais bon élève d'ailleurs ou... Non, j'étais plutôt moyen, plutôt médiocre. En fait j'avais des facilités, mais je travaillais pas. Mais je pense que j'ai pas été beaucoup poussé. D'ailleurs, souvent on se rend compte, c'est les questionnements aussi que je me pose même par rapport à mes propres enfants. Mes parents me laissaient énormément de liberté. J'ai même pas le souvenir qu'ils aient regardé une seule fois un de mes bulletins. Ah, c'est vrai. Et je pense que ça a fait de moi quelqu'un de très sérieux, de très indépendant, de très travailleur, même plus tard après. Je pense que j'étais tellement pas... je me mettais tout le temps mes propres limites. Donc j'avais quelques facilités. Donc, et puis après, au collège, ça a commencé à être assez pénible. Parce que je travaillais pas assez, non. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, t'as un frère? Ah bah j'ai un frère, oui. Mais d'ailleurs, justement, Stéphane, si tu parles du début, Stéphane, alors c'est assez génial parce que Stéphane a 6 ans de plus. Donc c'est l'aîné, t'es le deuxième. On n'est pas, comment dire... on n'est pas en fusion quand je suis petit parce que quand lui, je pense que quand j'ai 6 ans, il a 12 ans, il est dans un autre monde, on partage la même chambre, mais c'est mon grand frère, donc forcément j'aime les choses qu'il aime. Il écoute Dépêche Mode, donc j'aime bien Dépêche Mode, des choses comme ça. Mais c'est vrai que plus tard, lui, le premier a été dans un lycée parisien, au lycée Buffon à Paris, on a été inscrit grâce à ma mère, ce qui a quand même été une chance. Et c'est vrai que lui, il a commencé à faire du théâtre, à rencontrer des gens qui aimaient le cinéma, et c'est vrai que il y a un truc très marquant dans notre vie. C'est assez bizarre d'ailleurs, c'est que un jour, je me souviens, mes parents ont acheté Télé 7 jours pour le programme télé, et un jour, il a acheté Télérama à la place.
Donc j'ai senti qu'il y avait à ce moment-là. Un step, quoi. Et c'est vrai que mon père on avait un magnétoscope et mon frère a enregistré tous les films du vendredi soir sur le ciné-club, des choses comme ça. Ouais. Et donc il a été en termes d'éducation culturelle absolument déterminant. Plus sur le cinéma. Il y avait un côté aspirationnel, tu regardais, ton frère t'aimait tout ce qu'il aimait, donc c'est lui qui t'a donné un peu cette passion quand même déjà du cinéma, clairement. Ouais, du cinéma. Du cinéma, clairement. Il m'a emmené au cinéma, j'ai plein de souvenirs de films comme ça, même des films d'auteur. Ouais. Je pouvais aller voir des films de Tavernier à 10 ans, 12 ans. Ah ouais. Évidemment, plein de réalisateurs qu'on aimait beaucoup. Ouais. Et je me suis senti assez cinéphile très tôt. Très tôt. Voilà, beaucoup grâce à lui, hein. Ouais. Mais après en ayant chacun sa particularité, ses goûts, mais je me souviens de certains films qui étaient enregistrés. Donc à l'époque, faut aussi se remettre dans un contexte où on n'a pas le téléphone portable, on n'a pas de tablette. Ouais, y a pas donc de moi, quand il y a un film enregistré, je le regarde. Bah ouais. Donc je me retrouvais à voir Alice dans les villes, par exemple, de Wim Wenders. Ouais. C'est un film que j'ai vu des dizaines de fois. Ouais. Je pense que maintenant, je mettrais ça à mes enfants. Non, mais parce que la cassette était là. Ouais, bah oui. Et c'est vrai qu'on avait, je me souviens, toutes les cassettes, c'était vraiment des Fellini, des Visconti. Ouais. Donc plutôt ces films-là qu'on regardait. Et alors tu regardes un film, tu dis parce que la cassette est là, mais qu'est-ce que le petit garçon que t'étais se dit, genre j'ai envie de faire quoi plus tard? T'avais déjà 10 ans. Moi je suis pas. Je pense que je suis plutôt introverti. Je suis pas. Je sais pas. J'adore le foot. J'écoute le foot le samedi soir avec mes copains. Ouais. Voilà, on l'écoute à la radio. D'ailleurs, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé pendant longtemps écouter le foot. Les matchs à la radio. Ah ouais, c'est vrai. J'adorais ça. Ouais. Il y a plus de suspense. Non, très honnêtement, je vis. C'est difficile pour moi parce que j'ai le sentiment d'avoir 2 vies et d'avoir commencé une deuxième vie à l'âge de 16 ans. Ouais. Mais avant, c'est assez flou. Ouais. Je me souviens de plein de choses, mais je suis incapable de dire ce que je voulais faire. Je crois que je n'avais aucune idée. Ouais, c'est ça. Et j'avais pas de. Quand je rencontre. Je vais souvent voir les jeunes, les lycéens, parce que j'ai la chance d'être lu depuis le concours des lycéens notamment. Ah oui. Et c'est vrai que je leur demande toujours par quoi ils sont traversés, leur passion. Et voilà, quand on est animé par quelque chose, c'est une force, une richesse qui est supérieure que quand on traverse son adolescence un peu d'une manière un peu monotone. Bah oui, et t'as raison, tu t'as dit à 16 ans, il y a eu un avant et un après, parce que donc t'es atteint d'une maladie pulmonaire très rare, et donc là t'es bloqué pendant des mois à l'hôpital, et c'est là que tu découvres ta passion pour la lecture, quand même. Oui, alors il y a 2 choses. D'abord, une expérience de mort, juste avant l'opération. Ouais. Bon, c'était pour faire des analyses pour voir si je pouvais avoir une anesthésie. Ouais. À ce moment-là, mon corps a lâché, j'ai vécu l'expérience de tunnel, donc il y a toute une partie de ma vie qui a complètement changé. T'as vécu une expérience de mort imminente? Totalement, devant ma mère qui m'a raconté souvent ce qu'elle a vu. D'accord. Et surtout, j'ai le souvenir d'une précision absolue et totale du tunnel, de lumière. Un grand soulagement parce que je souffrais beaucoup physiquement. En fait, mon cœur était totalement compressé. J'ai été sauvé vraiment d'urgence. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs médicales. Donc, il y a cet apport-là qui m'a propulsé vers quelque chose d'assez mystique. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais forcément, la rencontre avec la mort a déverrouillé beaucoup de choses. La sensibilité, l'imagination sûrement... certaines choses assez mystiques et assez étranges. Et puis l'autre côté plutôt pratique, si j'ose dire, ce sont des mois à l'hôpital à ce moment-là, parce que je suis en convalescence, parce qu'on ne sait pas si je vais avoir une rechute, on parle de cancer, de tuberculose. Donc des mois plutôt anxiogènes. En 1991, en plus en janvier 91, il y avait la guerre du Golfe, j'entendais dans les couloirs, j'étais en soins intensifs, je sentais qu'il y avait en plus un goût d'apocalypse en même temps, assez étrange. Et puis les mois à l'hôpital, en fait, encore une fois, j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas d'Instagram ou de Facebook, j'ai pas de Netflix. Donc j'ai quelques livres à ce moment-là. Bien sûr. Et je rentre dans une boulimie totale de lecture. Et surtout, je pense que c'est la proximité avec la mort, avec la gravité, à déverrouiller donc cette sensibilité qui fait que, alors que je détestais lire, j'ai ouvert un livre et j'ai commencé à souligner des phrases, à être sensible à la beauté, au style. Et c'est vrai que ça a été assez... ça a été à la fois effrayant et merveilleux parce que j'étais très angoissé à l'idée de ce qui allait m'arriver et de ce que je traversais, parce que bon, passer des mois à l'hôpital à cet âge-là, c'est quand même plutôt inquiétant. Et en même temps,
ça a été ma bouée de secour de toute cette beauté que j'ai pu trouver dans les livres. Tu t'échappais. Et aussi, je m'échappais, t'as raison. Ouais, il y a aussi le fait que j'ai eu un goût de la fiction aussi très fort à ce moment-là, pour vivre d'autres vies que. Tu te souviens de ton livre préféré de ces mois-là? Voilà, ça a été assez boulimique. Hein, donc j'avais aussi bien L'étranger de Camus que La Métamorphose de Kafka, que. Moon Palace, je crois, de Paul Auster. Albert Cohen aussi a été très important à ce moment-là. J'ai commencé à lire Belle du Seigneur. Après, je suis rentré dans une passion pour les Russes. J'ai lu tout Dostoïevski. Je suis parti voir sa maison à Saint-Pétersbourg. Kundera aussi très important. Voilà, entre 16-17 ans, en fait, c'est vrai que j'ai commencé à essayer de. J'étais. Je sais pas comment tu étais toi, mais. Je pense qu'on a souvent des phases quand on aime la culture. On est animé par le désir de tout vouloir connaître, tout savoir. Puis après, on se rend compte que c'est vain. Et maintenant, à mon très vieil âge, je relis les choses que j'aime. Je me dis, oh bah tiens, quand on parle d'un truc, et si je connais pas, je dis je connais pas. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je m'accroche comme ça. Et souvent, puisque tu parles des débuts, j'ai le sentiment que notre panthéon culturel se forge beaucoup entre 15, 20, 25 ans. Et on tourne toute notre vie autour des mêmes. Dans cette décennie-là. Donc moi, les auteurs que j'ai découverts à ce moment-là. Ils t'ont accompagné tout du long, quoi. À part peut-être Philippe Ross, que j'ai découvert un peu plus tard. Et alors, donc tu passes tous ces mois à lire. Évidemment, je vais être obligée, pour arriver au cinéma, de passer par toute cette phase qui t'a animé et qui t'a mené à être auteur. Donc, j'allais dire, grâce à Dieu, tu t'en sors. On est content. Et là, donc, tu te dis quoi quand tu sors de là? Est-ce que tu as déjà ce truc de dire je veux faire un truc autour des livres ou pas encore? Non, alors moi j'ai jamais c'est assez bizarre, j'ai jamais eu la pensée concrète de ce que j'allais faire. La projection, t'avais c'est très bizarre, et même je n'avais pas du tout d'ambition. D'accord. C'est très bizarre. J'ai écrit sans penser qu'un jour je voudrais être publié. D'accord. Et j'ai publié sans penser qu'un jour j'aurais du succès. C'est assez je me laissais tu te laisses porter, quoi. Étape pourtant, par étape. Je suis très travailleur et très lucide sur les choses. C'est pas que je me laisse porter, mais d'abord, le plus important, c'était la nécessité. C'est-à-dire que je ne voyais pas un rapport concret à la nécessité que j'éprouvais à l'idée d'écrire. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire beaucoup de lettres quand j'étais à l'hôpital. À qui? Parce que justement, voilà... j'écrivais mon héros du cinéma, c'était Antoine Doinel. Donc j'étais vraiment dans le... Bon, ça devait être absolument pathétique, hein, mais j'ai écrit des lettres d'amour, des lettres de certaines filles du lycée, voilà, que j'espérais revoir après. Peut-être que j'en rajoutais sur ma maladie, un truc totalement, mais désespoir romantique. Bon, alors, énormément de râteaux, très peu de réponses. C'est vrai. En fait, est-ce que tu les envoyais, ça ces n'avait lettres? Pas. Tu me demandes à qui j'écrivais ces lettres, je crois que ça n'avait pas d'importance, parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert le goût d'écrire. Voilà. Donc d'abord des lettres. Je me suis dit, tiens, j'arrive à exprimer ce que je ressens. Quand on est adolescent, finalement, le cœur de notre interrogation, c'est comment exprimer notre intimité, qui on est, comment développer sa particularité. Surtout c'est vrai que, pour quelqu'un d'introverti comme toi. Oui. En tout cas, plutôt pudique, quoi. Je pense pas que je me déversais sur tout le monde, quoi. Et j'ai commencé à écrire et je me suis dit, tiens, mais j'aime ça. Donc après, ça a été le début de quelque chose qui ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire après j'ai écrit des nouvelles et puis après des romans. J'ai écrit tous les jours, même si entre 18 et 20 ans la musique a été plus importante. Parce que toi, justement, quand on dit tu t'es jamais projeté, quand même, tu voulais monter un groupe de musique. Mais essayé, pour le plaisir. Hein. Alors j'étais en école de jazz. Exact. Je donnais des cours de guitare. Aussi, Tu faisais plein de boulot. J'ai fait plein de boulot. J'avais envie peut-être d'être musicien, mais je savais pas trop quoi. Puis j'étais pas assez bon non plus. Donc je montais des groupes, ça marchait jamais. Mais là, c'est vrai que j'ai fait serveur, j'ai fait des photocopies, comme tout le monde. Plein de petits boulots. En fait, j'aimais bien ces années-là parce que c'était des années de formation. Elles étaient inquiétantes parce que le début, c'est de ne pas savoir la suite, hein, forcément, mais en même temps, on se nourrit. Moi, je savais que j'étais travailleur, que si je galérais, je pouvais faire serveur, je pouvais donner des cours. Oui, pour gagner tes sous. Je savais que je m'en sortirais, mais
j'avais plutôt une vie assez... j'avais plutôt peu d'argent, donc on sortait pas beaucoup avec mes potes. Ouais. On jouait au flipper et ça allait pas plus loin. Ouais. J'ai eu une vie de célibataire dépressif, axée sur les études de musique et la littérature à ce moment-là. Ouais, c'est ça, tu fais des études de lettres. Ouais, alors je suis à la Sorbonne, effectivement, en même temps, mais la Sorbonne... C'est la chose la moins concrète qui soit, puisqu'on étudie la littérature. Enfin, tout ce qui était grammaire m'intéressait beaucoup moins. Comment ça s'appelle tous les cours annexes un petit peu. Moi, ce que j'aimais, c'était étudier la littérature. Ça a été une chance inouïe. Quand vous avez des grands professeurs qui vous font aimer Proust ou Montaigne, alors que vous êtes plutôt axé sur la littérature contemporaine, c'est magique. Ouais. Donc, ça a été très important. J'ai fait un mémoire sur Flaubert à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, je suis devenu récemment, l'année dernière, le président du prix Flaubert, donc c'est pas mal. Génial. J'étais très heureux. L'hôtel Flaubert à Trouville. Mais j'étais pas du tout en phase avec la littérature contemporaine. J'avais jamais lu un livre contemporain. Ok. Je veux dire, d'auteurs qui venaient de sortir des livres. Bien sûr, quand je parle de Kundera, ça pour moi c'était des classiques. Bien sûr. Je me disais même pas qu'ils étaient contemporains. Mais j'avais pas lu un des premiers livres que j'ai lu. Je pense que j'ai lu un livre de Manuel Carrère, La Moustache. J'ai lu Amélie Nothomb. Et je me suis dit, tiens, il y a des auteurs vivants en fait. qui sont ça bien. Ça existe ça. Et donc c'est ça, il y a un moment où tu te dis, tu te souviens, je sais pas, du moment où tu t'es posé pour écrire ta première nouvelle, par exemple? Non, mais ça a été tout le temps. Je pense qu'après l'hôpital, à 16-17 ans, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Ouais. Puis des romans. Alors des romans, j'en ai écrit plein, mais non seulement ils étaient évidemment inaboutis, mais j'étais pas du tout dans un rapport concret aux choses. C'est-à-dire que je me disais pas, j'écris un roman, je vais l'envoyer aux maisons d'édition. Ouais. Je savais même pas ce que c'était d'envoyer aux maisons d'édition. La maison d'édition, même, je savais même pas ce que c'était. J'ai découvert la maison d'édition en 1997 quand j'ai dû faire un stage. Ouais. Donc je suis allé au bureau des stages de la Sorbonne et ils m'ont dit les éditions Lattès, je savais même pas ce que c'était, le service de presse, alors je savais même pas ce que c'était. Ouais. Je suis arrivé à 23 ans, mais vraiment je vivais dans un autre monde. Oui, t'avais le bouquin, l'objet et tu savais pas. Non, mais quand on n'est pas dans ce milieu et tout ça, c'est vrai que. Et j'écrivais, mais en fait je montrais à personne. Ouais. Même pas à ton frère? Non, à personne. Non, personne. Je disais, moi j'écrivais tout, moi je me suis mis, c'est vrai que j'écrivais un peu le matin, des choses comme ça, mais j'ai montré à personne, et alors encore moins l'idée d'oser envoyer un manuscrit, c'était pour moi impossible. Quoi. Ouais. Mais non, mais j'étais gêné en fait. Pour moi, j'avais l'impression que, je sais pas, qu'on allait se moquer de moi. J'étais pas débordant de confiance. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. En même temps, c'est dur d'être débordant de confiance quand on a toujours écrit que pour soi. Comment savoir si on a du style, si on raconte des choses intéressantes. Ouais, mais moi je trouve que quand on crée des choses, il faut avoir cette étrangeté d'un aller-retour. Toi qui viens de faire un film, voilà, tu sais ça. Je veux dire, il faut avoir des moments où on a énormément confiance en soi. Ouais. Une forme d'ego même, et puis des moments où on est totalement dans la fragilité. Moi, il y a certains moments, je me dis, j'ai accompli tellement de choses, j'ai réussi, j'ai eu des prix, je suis traduit dans le monde entier, et puis si je vais voir quelqu'un ou une mauvaise critique ou quelqu'un qui aime pas mon travail, je vais dire, il a totalement raison, je suis nul. Donc je peux totalement faire, et je trouve que c'est important. La remise en question existe toujours. C'est au-delà de la remise en question. Ouais. J'aime bien l'idée que les deux soient mélangés. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la création quelque chose de... C'est le terrain du paradoxe par excellence. On a besoin de travailler dans l'urgence, en même temps il faut beaucoup de patience. On a besoin d'extérioriser certaines choses et beaucoup d'intimité. Je fais des allers-retours, moi, c'est mon côté scorpion aussi, ça me correspond très bien. Je suis totalement ombre et lumière. Ah ouais, donc, c'est vrai. La création, pour moi, elle est liée à ça. Je crois que c'était bélier, ça, un peu. Tu vois, tu m'apprends un truc. T'es bélier? Non, je suis saggitaire. Ah, tant mieux pour toi. Ouais. J'adore pour tous les béliers qui vont nous écouter. J'avais un gros public de béliers là. Je viens de me mettre à dos. Ah, j'adore. Plein de béliers, c'est con. Non, mais alors, comme on parle des débuts, raconte-nous comment ça s'est fait le cap, quoi, de passer le cap. Comment t'es passé du jeune homme d'une vingtaine d'années qui écrit chez soi, plein de choses, qui montre à personne, à il y a quelqu'un qui vient de dire ça m'intéresse. Ouais, c'est incroyable. Hein. Ça me paraît toujours assez miraculeux. D'ailleurs, je suis toujours connecté à cet homme-là qui est mon éditeur chez Gallimard, Jean-Marie Laclaftine. Ouais. Parce que, alors, moi j'ai commencé à faire des stages dans l'édition. Ouais. Donc je connaissais un petit peu, mais alors quand j'ai fini un manuscrit à 25 ans, il me paraissait évident que c'était
impossible pour moi de donner ou d'envoyer mon manuscrit à quiconque pouvait me connaître. Ah. C'était impossible, mais pas par manque de... Pas par j'ai pas envie d'avoir du piston, de l'opportunisme, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'était effrayant qu'on puisse poser un regard sur mon travail. Okay. Donc j'ai envoyé par la poste. Ouais. Donc c'est une histoire assez incroyable parce que j'ai envoyé par la poste à 5 maisons d'édition. Ouais. Et les 4 premières ont dit non. Ouais. Donc normal quoi, faut je vous dire, bon j'ai reçu des lettres type. Et comment donc, tu les as choisis? Tu les as choisis parce que t'aimais des livres qui publiaient? Ouais, des maisons que j'aimais bien, c'est-à-dire il y avait l'Olivier, il y avait Minuit, il y avait Stock, Grâce et Gallimard, je crois. Ouais. Et de mémoire. Ouais. Donc les 4 refusent, pas de problème. Je passe à autre chose. Et là d'un coup j'ai un appel des éditions Gallimard. C'était le Philippe de Manet, c'était quelqu'un qui travaillait au comité qui me dit Jean-Marie Laclaftine est tombé sur votre manuscrit, a beaucoup aimé, il aimerait vous rencontrer. Wow. J'ai évidemment cru que c'était une blague. Allô, ouais. On était le 13 juillet 2001 à 18h à peu près. Tu te souviens? Bah oui, parce que je venais de me marier. Ah. Et d'ailleurs, je venais de me marier et je partais le lendemain en voyage. Ok. Ah oui, donc incroyable. Et je me dis mais mince, c'est quoi cet appel? Je peux pas. Je lui dis mais je pars demain matin. Ouais. Et donc je suis parti le lendemain pendant un mois. Bon, tu l'as pas rappelé avant de partir? Bah non, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Ouais, je sais compliqué. Pas. Ah là là. Et on s'est dit tiens, donc avec ma compagne à l'époque, on s'est dit tiens, n'en parlons surtout pas. Donc, pendant un mois, on n'a pas parlé. À personne. Non, bah non, mais même entre nous. Ah oui. On n'a pas. Et alors. Mais comment tu pars avec cette truc en toi qui Je sais pas. Alors le truc qui était bizarre, c'est qu'il m'a pas dit oui non. Hein. Oui, mais il est intéressé. Ouais, bon. Et puis je rentre mi-août, j'ai pas de nouvelles. Ouais. Bon, bah je me dis c'était bon. Et les jours passent, et puis le 30 août, j'ai un appel un message sur mon répondeur en me disant oui, mais Jean-Marie Laclaftine a essayé de vous joindre. Bah ouais. Pourquoi vous ne le rappelez pas? J'avais jamais eu le message. Purée, donc le 4 septembre, je vais chez Gallimard, et là, au moment où je rentre chez Gallimard, je me dis c'est incroyable. Ça reste quand même mythique pour quelqu'un qui aime la littérature. Bien sûr. Et là, je vais à l'accueil et je me dis mais en fait ça se trouve c'était quelqu'un qui me faisait une blague. Au moment où je dis j'ai rendez-vous avec Jean-Marie Laclaftine, je me dis ça se trouve c'est faux. C'est pas vrai. Et tu vas avoir l'air, encore une fois, tu te dis je vais avoir l'air d'un... Non mais je me dis c'est pas possible quoi. Mais en plus mes premiers romans, j'ai retrouvé après la note qu'il a fait à l'époque au comité de lecture, mais c'est que des histoires. Il a écrit c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. Ah. C'est incroyable. En 2001, 2002, comme ça, il y avait un espace pour la littérature. C'est beaucoup plus dur maintenant, je trouve, pour les jeunes auteurs. Ils tentaient des choses, et d'ailleurs, pendant 10 ans, mes livres n'ont pas vraiment marché chez Gallimard. Ils continuent à me publier. T'as quel âge en 2001? Là, j'avais 26 ans, donc je monte dans le bureau, et puis il me parle, il me parle de janvier. Et je l'arrête, je lui dis, mais donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là, que c'est bon, là, vous allez me publier? Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'est inoubliable pour moi. La première fois où j'ai vu le livre Gallimard. Et alors le truc le plus incroyable de l'histoire, c'est que dans ce livre-là, je parle de Kundera à un moment donné. C'est un livre totalement absurde, loufoque, ça s'appelle Inversion de l'idiotie de l'influence de deux Polonais. Je vous déconseille de le lire. Le titre de tous tes livres que j'arrive jamais à prononcer. Voilà. D'ailleurs, j'ai refusé qu'il passe en folio. Ah ouais? Non. Moi, j'ai pas envie qu'on lise ces livres-là, moi, mais peu importe. Et il y avait Kundera dedans. Et là, on me dit chez Gallimard, oui, mais Kundera, il est un peu au comité de lecture, il est au courant de ton livre, il sait que tu parles de lui dans le livre. Je lui dis, c'est pas possible, je vais pas en plus. Je suis publié chez Gallimard. Rencontrer Kundera. Et donc, j'ai rencontré Kundera le 5 février 2002. Ah ouais. J'étais accompagné de Audrey Diwan, qui était une jeune journaliste qui maintenant est Lion d'Or à Venise. Est réalisatrice. Donc incroyable. C'est beau quand même. Elle était avec moi, je lui dis parce qu'on se parlait, puis je lui dis viens, je vais rencontrer Kundera, viens avec moi. Ah ouais. Et puis Kundera me dit c'est vous David Fuenquinos, je n'ai pas encore lu votre livre. Il me montre, c'est ma femme Vera qui lit le livre avec ses lunettes grotesques. Je me suis dit c'est pas possible, je suis dans un roman de Kundera quoi. Incroyable. Et après c'est la bienveillance incarnée. Il m'a souvent téléphoné, envoyé des messages, ça a été... Mais bon, moi j'étais totalement paniqué à l'idée d'être publié. Non, de parler avec lui quoi. Ah oui, de discuter avec lui, tu m'étonnes. Et c'est même quoi après non mais vraiment c'était magnifique. Donc voilà, après le livre
Il a eu magnifique pour un premier roman, mais c'est. Mais attends, c'est quoi ta vie à 26 ans quand on t'annonce ça, tu fais quoi alors là, je vis d'abord. Je suis très heureux. Bah oui. Je rencontre en plus à ce moment-là, c'est quand même magnifique, mon meilleur ami, Florian Zeller, qui lui aussi décidément a eu une carrière extraordinaire après, puisque voilà, il a eu des Oscars. Ouais. Donc bon, de toute façon, c'est complètement incroyable. Ouais. Et lui, il est plus jeune que moi. Il a une énergie incroyable et c'est inoubliable parce que il me dit, on se rencontre quelques mois avant, on s'adore, c'est un coup de foudre amical et on sort notre premier roman le même jour. Wow. Et il est invité à la télévision chez Guillaume Durand. Ouais. Et la programmatrice l'appelle pour caler et il dit mais moi je voudrais venir avec David Fuenquinos. Donc c'était beau, on a fait notre première télé ensemble. Donc j'ai le souvenir de Florian qui m'a un peu emmené dans son sillage, mais voilà, le livre. Il y a eu une belle presse, j'étais très heureux, mais moi tout m'allait, c'était déjà extraordinaire. Évidemment, je gagnais pas du tout ma vie, voilà, je devais gagner 5 ou 6 000 euros par an avec les livres. Ouais. Donc je faisais plein de petits boulots toujours. Je faisais des petites chroniques. Tu participais à l'écriture de scénarios, non, aussi avec ton frère à ce moment-là, oui, ou c'est plus tard? Oui. Ouais. Mais on peut pas dire qu'on était vraiment payés. Hein. Ouais. Les gens d'ailleurs imaginent tout le temps, quand on fait des films, c'est vrai. que en fait, tu le sais bien, c'est un long chemin et c'est compliqué parfois, mais à l'époque, le nombre de projets sur lesquels on a participé. Ouais. Qui ne se sont pas faits, mais je peux te faire une compile qui dure en 3 heures. Hein. Donc on était toujours sur des trucs, on était payé un peu au lance-pierre, enfin normal. Mais j'avais pas de beaucoup. Enfin après j'ai eu un enfant assez tôt, j'ai eu mon fils à 28 ans. Ouais. La chance que j'ai eue, c'est que tous les ans il y avait la fondation Lagardère qui donnait une bourse à un jeune écrivain. Ouais. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que l'année où je l'espérais, c'est Florian Zeller qui l'a eu. Je dis merde, tu me fais chier quand même. Ah ouais, c'est fou. Et je l'ai eu l'année d'après. Et tu l'as eu l'année d'après. Ouais, parce qu'il fallait que ça soit un jeune auteur de moins de 30 ans, mais je l'ai eu pile à 30 ans. Donc c'était 25 000 euros. Bah, c'est super. Ah, mais énorme pour moi. Moi, je vivais avec très peu d'argent. Bah oui. Je vivais dans un tout petit appart, donc en fait j'ai pu prendre le temps d'écrire. Ouais. Oui, t'as pas tout flambé. Mon troisième roman a un peu mieux marché, surtout grâce au titre. Le potentiel érotique de ma femme. Bah ouais, donc, bien trouvé, c'est sûr. Et puis après, voilà, je m'en suis sorti, mais la délicatesse, c'est à 35 ans, 36 ans. Ouais, c'est arrivé bien plus tard. Ouais. Donc, et puis attends, t'as fait aussi un court-métrage. T'as ton premier court-métrage. Alors, Stéphane, donc lui, c'est un grand directeur de casting. Ouais, à ce moment-là. Donc, mon frère, qui vraiment était un cinéphile extraordinaire, grâce à une de ses amies, commence à travailler dans le cinéma. Enfin, il avait aussi, c'est des parcours chaotiques, hein. Si tu fais les débuts, lui, il a fait tous les petits boulots, radio, il a fait attaché de presse à Cannes, et puis ça marchait pas, il a passé le CAPES, il était prof d'anglais à Sarcelles. Ouais. Et il avait renoncé en fait. Hein. Et grâce à une amie, je sais pas, vers 27-28 ans, elle lui a présenté des réalisateurs, il a commencé à travailler, ils ont trouvé qu'il était extraordinaire, et c'est vrai, une culture, et puis voilà, et donc il est devenu un très grand directeur de casting. Ouais. Il est allé jusqu'à travailler avec Woody Allen, voilà, enfin voilà, et c'est vrai que même Colline Serrault, que tu as vu tout à l'heure, disait qu'elle avait travaillé avec lui. Saint-Jacques-Lamec, voilà, beaucoup de réalisateurs. Ouais. Et donc lui, à ce moment-là, il est, comment dire, on a commencé à écrire des scénarios ensemble. Ouais. Mais il travaille avec sa copine Stéphanie Murat, qui fait son premier film qui s'appelle Victoire. Il s'entend très bien avec toute l'équipe. Il me dit, j'ai une équipe super, si tu veux, on fait un court-métrage. On voulait faire du cinéma tous les deux à ce moment-là. Je lui dis, tiens, j'ai une idée de court-métrage, on va faire un film, c'est une histoire d'amour, mais on verra que les pieds. Ouais, ça s'appelle une histoire de pieds. Ouais, ça. Alors, le truc très marrant qu'on voulait faire, c'est prendre des acteurs connus et filmer que leurs pieds. Tu peux pas. Il y avait d'ailleurs Gad Elmaleh, Valérie Lemercier. C'est drôle. En plus, on les voit pas, mais on voyait que les pieds. C'était avec Thibaut de Montalembert et Pascal Arbillot. Et Lionel Abelansky. Et on a fait notre premier court-métrage en 2005. Et là, on s'est dit vraiment, on aime ça. Bon, alors, on a quand même mis, après des années, on avait plein de projets qui se faisaient pas. On travaillait sur des scénarios qu'on n'arrivait pas à monter. Il y avait toujours un truc qui va pas. Et c'est Stéphane qui, en 2009, quand je publie La Délicatesse, me dit, mais laisse tomber, on arrête tout, c'est ça qu'on doit faire. Et moi, quand j'avais écrit ce livre, c'était avant le succès du livre, bien avant. Ouais. Je voyais pas le film, et c'est vrai qu'il m'a convaincu. Ah, c'était avant le succès du livre. Alors ça, c'est une histoire très particulière. Ouais.
Donc lui, il me convainc. Je me dis, mais c'est vrai que j'ai envie de rester dans cette histoire. C'est mon premier livre qui marche vraiment un peu plus que les autres. Ouais, plus grand public. Il est sur le... plein de prix. Bah, grand public, on le sait pas au début. Le premier tirage, c'est 4000 exemplaires comme les autres. Ouais. Mais c'est mon premier livre qui est sur le Goncourt, le Renaudot, le Femina, l'Interallié, Médicis. C'est le seul livre de la rentrée littéraire qui est sur toutes les listes. Ouais. Donc très littéraire, très chic, Gallimard. C'est mon premier livre qui se vend à 30-40 000 exemplaires. Ouais. Mais bon, c'est un petit succès, mais ça va pas plus loin. J'écris le scénario. Avec mon frère, on se dit, bah viens, on tente Audrey Tautou, mais c'est un truc de fou parce qu'Audrey Tautou, elle sort de Da Vinci Code, elle fait qu'un film par an. Ouais, c'est vrai. Elle connaissait Stéphane, mais bon, comme ça, elle va pas faire un film parce qu'elle connaît quelqu'un, tu vois, elle fait qu'un film par an. Ouais. On va la voir au théâtre, on lui envoie le scénario. Moi, j'ai vraiment le personnage de Nathalie, j'avais écrit vraiment pour elle. Ouais. C'est un personnage vraiment avec il y a tellement de choses à jouer. On lui envoie en mars, elle nous dit qu'elle l'a lu en juillet et on l'a vu en novembre. Mais c'était... Et quand on l'a vu, elle a dit oui et c'était incroyable parce que... Alors après, elle aimait bien l'idée, on a parlé de François Damiens, peut-être en partenaire, elle a dit bon bah c'est bon, j'y vais. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'elle se dit, et Audrey elle est géniale pour ça. Ouais. D'ailleurs, je viens de la retrouver pour un spectacle sur Charlotte, ça a été très émouvant de la retrouver. Ouais, c'est vrai, tu as adapté ton livre Charlotte. Ouais. J'ai réussi à la convaincre de revenir un petit peu encore avec moi. Elle se dit, je reçois tous les scénarios, j'ai envie de faire à ce moment-là de ma carrière un premier film. On n'avait jamais fait de cinéma. Bah oui, moi, à part elle ton nous demandait quel était le chef-op. Ouais. Moi j'avais des gouttes de sueur. Je me dis, si je dis une mauvaise réponse, elle va se barrer. Ah ouais. Ah bah ouais. Et en fait, on n'y connaissait rien, honnêtement. Et on avait Audrey Tautou qui avait envie de faire notre film. C'est fou. Et parce qu'elle se dit, ça va être sympa, ils sont sympas, c'est un premier film. J'ai envie de faire un truc atypique. Elle dit oui, bon alors tourne à tout. Ouais. Le lendemain, Studio Canal, le film pré-vendu dans le monde entier. Et là, on se retrouve d'un coup, on se dit, on va vraiment faire notre premier film. Hein. Ouais, c'est fou. Et donc voilà, on bosse comme des fous. Et pendant le tournage, le truc complètement surréel, c'est pendant le tournage, donc c'est pas le livre qui a fait qu'on a fait le film, et c'est pas le film qui a fait que le livre est devenu un succès. Pendant le tournage du film, le livre sort en poche. Okay. Et là, en poche, moi, ça fait 10 ans que je publie. Ouais. D'un coup, je vois que je suis numéro 1 des ventes. Je me dis, mais c'est quoi, c'est Truman Show, ils me font une blague. Ouais. Numéro 1 des ventes, je dis, je sais pas ce qui se passe. Ça vient de nulle part. Ouais. Et c'est imprévisible. Le livre avait un peu plus marché que les autres. Bah oui. Janvier 2011, numéro 1 des ventes. Février 2011, numéro 1 des ventes. Mars, avril, mai, juin. Ouais, l'été, ils sont en 6000 par jour. Ouais. C'est inexplicable. Ouais. Avec ce que ça comporte aussi d'un coup d'avoir beaucoup de succès, de l'agressivité, la jalousie, enfin peu importe. J'expérimente ça, je m'y attends pas vraiment non plus. Et puis le fait que d'un coup t'es un auteur très chic, Gallimard, qui vend 3000 exemplaires, qui a tous les prix. Quand tu dépasses 1 million, le regard change aussi, même sur la qualité littéraire. Donc c'était pas évident à vivre tout ça. Ouais. Et donc quand on sort le film en décembre, il y a toute la presse qui dit voilà, l'adaptation du best-seller. Mais techniquement, on a commencé le film, le livre était zéro. Avant. C'est donc même Audrey, Audrey qui voulait faire un petit truc, ils ont dit oui. Elle se retrouve propulsée dans une sorte de blockbuster parce que c'est le truc 1,5 million de livres au moment où il sort. Ouais, vendu, donc ça a un peu changé la dynamique, mais ça a été extraordinaire. Et puis après avec Audrey, on est allé. Le film est sorti dans le monde entier. Ce qu'elle nous a offert, bon, elle a aimé le rôle bien sûr, mais elle a été extraordinaire. Et alors justement, comme on parle des débuts, donc je reviens à ce court-métrage. C'était quoi sa vie ? C'est-à-dire, vous l'avez fait avant parce que tu pars d'un court-métrage, t'arrives sur un long, t'imagines, t'es propulsé. Bon, vous êtes tous les deux, ton frère et toi, réalisateur de l'adaptation de ton livre. Ouais. Mais on vous connaît pas, enfin. Non, alors c'est vrai que on a quand même beaucoup bossé. Hein. Alors c'est vrai que Stéphane était plus sur le rapport aux acteurs, sur d'autres choses. Oui. J'avais beaucoup en charge la mise en scène, donc c'est quand même très lourd. Ouais. Moi, j'arrivais le matin. D'ailleurs, Audrey, j'ai raconté ça il n'y a pas très longtemps, c'est à vous, elle était hyper sympa parce que moi j'ai pas dormi pendant 2 mois. Ouais. C'est pas un souvenir très joyeux parce que j'étais en panique totale, stressé. Elle m'angoissait. Pas parce que elle était adorable, mais je me disais, il faut être à la hauteur. Oui, il faut pas la décevoir. Alors, en plus, on avait François Damiens qui parlait avec un accent belge et qui joue un Suédois. Ouais. Je me suis dit, mais ça va être ridicule ce film. On va s'en prendre plein la tête. Et le matin, moi, j'étais en panique. C'était un peu compliqué avec le chef-op. Ouais. Et elle est venue me voir. Elle m'a dit un matin, mais elle me dit, bon, c'est quoi les plans aujourd'hui ? Je lui dis. Je me dis, c'est mon premier film, je sais pas en fait. Et elle me dit, mais tu sais, David, même Ron Howard, parfois il sait pas où mettre la caméra le matin. Je te dis, c'est trop mignon, tu vois. C'est vrai. Donc
Et je me suis dit, en fait, faut mieux, je veux lui dire, je ne sais pas. Ouais. Laisse-moi, je vais réfléchir, je vais en parler, tout ça. Et en fait, elle était super. Mais c'était stressant. Parce que on s'était beaucoup préparé. Bah ouais. Moi, j'avais fait un travail assez, parce qu'on s'improvise pas. Hein. Moi, on a fait un court-métrage. Ouais. On est allé sur beaucoup de tournages, sur les films de Clapiche, des journées de tournage ici ou là, sur Rémi Besançon. Ouais. C'est là que j'avais rencontré d'ailleurs Pio Marmaille sur le tournage d'un heureux événement. Rémi qui adaptera Mystère Henri Pic plus tard. Et puis, j'ai écouté beaucoup les DVD commentés par les réalisateurs, et ça a été vraiment une grande... Ça se fait moins maintenant, et c'est dommage, parce que je trouve que c'est une école extraordinaire. Et j'ai aussi écouté ça pour tous ceux qui avaient travaillé avec Audrey. C'est vrai, les bonus. Écoutez, Jeunet parler du tournage d'Amélie Poulain, Anne Fontaine parlait de Coco Aron Chanel. Et donc ça m'a aidé aussi à appréhender non seulement le tournage avec Audrey, mais aussi... j'ai appris beaucoup de choses. Technique. Technique, ouais. Bah ouais, et alors... Technique, mais... c'est sûr que j'ai pris plus de plaisir après sur Jalouse et les fantasmes. Bah oui, t'avais cette expérience de ce premier film. Et moins de pression, j'imagine, un peu moins en tout cas. Ouais, et puis tu maîtrises pas tout, c'est-à-dire quand le chef-op te dit un truc, t'as tendance à lui dire ok. Et après tu te dis mais peut-être que c'est pas comme ça que je voulais faire les choses, mais voilà, donc c'est... Voilà. Apprendre à se faire confiance. C'est normal. Et j'en ai parlé avec... c'est marrant parce que j'en ai parlé avec... je me souviendrai, c'est inoubliable, on avait dîné avec Nakash Toledano. Ouais. C'était l'été, justement l'été 2011. Et d'ailleurs, en plus, on a sorti nos films en même temps. Enfin, Intouchable est sorti début novembre, et nous, la Décatesse, 1 mois et demi après. Ouais. Et les relous, ils étaient encore numéro 1. C'était la raz-de-marée. Mais il m'avait dit un truc hyper intéressant. Moi, j'ai une admiration, mais sans borne pour eux. Ouais. Et il m'avait dit, au 4e film, donc c'était Intouchable, il me dit, tu vas voir, là, je l'avais pas encore vu, je l'ai vu 1 mois après. Et il me dit, tu vois, c'est notre premier film où 4e film où on a l'impression de pas s'être fait avoir par la déco, par les machins. On a tout maîtrisé. Tu vois ce que c'est. Hein. Bien sûr, il y a des trucs où tu lâches parce que tu sais pas. Donc c'est normal, c'est un long cheminement, quoi. Ouais. Et donc effectivement, c'est Intouchable, quoi. C'est Intouchable. Le charme de leur premier film avec les défauts, c'est super aussi. Bien sûr. Mais alors, est-ce que au moment où, donc tu dis, au moment où vous préparez ce film, le livre, il est comme les autres, quoi. Et au moment où tu commences à tourner, gros succès. Prépare, ouais. Et là, tu te dis pas, est-ce que t'as pas peur pour ta carrière d'auteur ? De quoi ? Je sais pas, est-ce que tu te dis pas, tiens, si je suis en train de décoller en tant qu'auteur, c'est tout ce que j'attends depuis longtemps, et si je suis pas à la hauteur pour le film, est-ce que ça va pas faire un effet de balancier, tu vois ? Tu t'as pas cette peur-là ? Alors je me pensais pas en termes de carrière, je pensais en termes de quand on crée, on est confronté à sa propre médiocrité, on a peur de rater des choses. Ouais. Tout le tournage, j'avais peur que le film soit pas à l'auteur, même si j'avoue que quand il y a la scène du baiser entre François Damien, Audrey Tautou, c'est inoubliable, tout le monde a applaudi. Bien sûr. Quand je vois Audrey, les scènes de drame, moi on n'en revenait pas, quoi. La chance. Donc même si tu rates des choses, tu sais qu'il y a des scènes fortes dans le film. Tu sais que les acteurs ont donné tellement. Tu sais que j'ai convaincu, j'étais obsédé par le fait que c'était Émilie Simon qui devait faire la musique. Et elle nous proposait des choses pendant tout le tournage. Je me disais, c'est tellement beau. Ouais. Donc je me disais quand même, voilà, on a beaucoup travaillé. On peut aimer, pas aimer, bien sûr. Mais t'es quand même ça, fier. Ça, c'est une grande joie. C'est que, alors, je suis fier, j'ai un regret immense. C'est le début du film. Mais j'arrivais pas à l'écrire, j'arrivais pas à le filmer. Et on en a beaucoup parlé avec Stéphane d'ailleurs à l'époque. Et je ne savais pas comment montrer le bonheur. Et j'ai trouvé la solution, mais 3 ans après. Donc c'est un truc que tu peux pas refaire. C'est quoi ? Tu veux le premier quart d'heure ? Non, j'aime pas la voix off, je l'aurais fait différemment. D'accord. Et ça m'énerve quand je vois le film, je dis le début est pas... Il y a un petit passage aussi qui est pas... Mais c'est pas grave. Voilà, c'est les imperfections des premiers, bien sûr. Et on a eu quand même un succès formidable et le film est sorti dans le monde entier, ça a été très très fort. Gros succès. Ouais. Et le travail avec ton frère, alors lui qui est un grand passionné de cinéma, comment ça s'est fait ? C'était facile ? C'était compliqué ? Ça a été vraiment... D'ailleurs, c'est un peu bizarre d'en parler parce que... Maintenant, parce que... moi je suis un peu en blues de ça parce que Stéphane il le dit partout qu'il veut plus faire de cinéma, donc... Donc là, si je refais un film, ce sera peut-être seul ou peut-être qu'un jour on se retrouvera. Mais c'est vrai que j'ai la nostalgie de ça parce que c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'on a 6 ans d'écart, on se voit pas forcément beaucoup, on n'est pas forcément proche au quotidien, mais on a vécu quand même 3 tournages.
plus une pièce en Ukraine. Des tournages, des prépas, des tournées. Donc des très longs moments où on était vraiment tout le temps ensemble. Et monter des projets aussi fous. Honnêtement, une entente extraordinaire. Vraiment, d'une simplicité. Je pense que vraiment, on était tous les deux à l'écoute. Quand il sentait que je savais où j'allais, il y suivait. Il y a une confiance mutuelle. Voilà, donc et réciproquement. Donc c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment chouette. Et je pense qu'on s'est retrouvés quelques jours l'été dernier, on est allé en Ukraine pour monter une pièce. Et ça roule très bien quand on travaille ensemble. Donc on verra. Ce qui est dingue, c'est qu'il t'a transmis. Projet, en tout cas. Il t'a transmis sa passion du cinéma parce qu'elle venait de base de lui et c'est lui qui envisage d'arrêter. Mais parce qu'il adore le cinéma, mais il le dit lui-même. À certains moments, il pense qu'il ne se sent pas réalisateur. C'est pas la même chose. D'accord, Mais le cinéma, ça a été un immense directeur de casting. Moi, je pense qu'il se trompe totalement. Mais si lui, après, il a le sentiment de ne pas avoir... Moi, je pense qu'il a des grandes qualités pour faire de la mise en scène. Pas forcément sur les plans, des choses comme ça, mais dans le rapport avec les acteurs, dans le sens comme ça des choses. Non, mais ça, il se trompe totalement. Mais après, c'est au-delà de ça, là, s'il se trompe sur ce point-là, il ne faut pas remettre en question l'idée que c'est ce qu'il ressent. Si lui, il a pu d'être sur un plateau et que, en fait, le cinéma l'emmerde. Et je pense que il y a plein de gens aussi qui ont des longues carrières. Il a pas fait. Avant les 3 films, il a bossé sur tellement de films. Je pense que le milieu l'ennuie un peu aussi. Et puis il vit plein d'autres belles choses. Là, il a eu un très grand succès. Il a fait un spectacle de réalité virtuelle avec Tania de Montaigne sur son spectacle noir qui a eu des prix à Los Angeles. Il est dans autre chose. Il bosse pour Hermès, il fait plein de choses pour Hermès. Je pense qu'il est peut-être très heureux comme ça. Je pense qu'à la sortie des Fantasmes, là, un peu. C'est même pas lié à l'échec du film. Échec total du film, critique, public. On s'est planté là-dessus. Et parce que le film est ni assez drôle, ni assez barré, mais peu importe. Je veux dire, on a travaillé. Je pense que moi, je me suis planté. Je pensais qu'on faisait un truc intéressant. Et c'est bien d'ailleurs on sait pas toujours où sont les choses, on peut pas anticiper. J'ai pas anticipé le succès, j'ai pas anticipé l'échec. C'est vrai. Mais il a pas aimé, je crois, la sortie. C'est vrai. Mais je crois pas que ça soit lié à l'échec. D'accord. Ça l'a ennuyé, je pense, tout ça. Tout ce qui machins, je crois qu'il a plus envie de ça. Bah écoute, c'est un choix de vie. Mais voilà, peut-être ça reviendra. Après, moi, j'ai essayé d'écrire un nouveau film, j'ai pas réussi. On me propose des choses. Là, je vais sûrement faire un documentaire lié à mon dernier livre, La vie heureuse. Je vais partir, puisque ça parle d'un rituel en Corée où on vit physiquement son enterrement. Donc, je vais partir en Corée du Sud, sûrement filmer le rituel. Mais je sais que si un jour j'ai un film ou une idée que je trouve ça intéressant, je lui proposerai. Naturellement, quoi. Et c'est fou parce que, alors, moi qui, tu sais, on se connaît, qui fait de la scène, du cinéma, souvent les gens me disent qu'est-ce que tu préfères ? Et cette question m'énerve tout le temps parce que tu peux faire plusieurs choses. Bien sûr. Comment toi, tu allies ta vie d'auteur et de maintenant cinéaste ? Est-ce que quand tu écris un livre, tu te déjà pose la question de l'adaptation ? Non, surtout pas. Alors je me sens là, c'est vrai que le cinéma, ça fait 3 ans qu'on n'a pas vraiment fait de cinéma. J'écris une série actuellement, mais mon énergie principale, c'est vraiment le roman. C'est le roman, Non, clairement, j'ai beaucoup de livres qui sont devenus des films. Je veux vraiment pas que tous mes livres deviennent des films. Et mon livre qui marche le plus actuellement, qui a une vie extraordinaire, c'est Vers la beauté. Notamment auprès de la jeunesse, grâce à TikTok. Enfin, c'est assez fou ce qui se passe. Plus que Charlotte, plus que La délicatesse. Et là, j'ai refusé toutes les possibilités d'adaptation. Je veux vraiment pas qu'il y ait un film, sauf proposition extraordinaire. Un livre comme numéro 2 qui parle du casting d'Harry Potter, il va sûrement devenir un film, mais il est très compliqué à adapter. Il est clairement pas écrit, il est sur 2 pays, il est sur 20 ans. Moi qui fais du cinéma, j'aurais pu l'écrire bien davantage pour une adaptation. Donc non, je trouve qu'une adaptation, ça peut être aussi... j'aime bien l'idée que quand on lit un livre, on n'ait pas d'image, c'est vrai que La délicatesse, maintenant quand on lit, on pense à Audrey Tautou. Bien sûr. Le Mystère en réplique, on pense à Lucchini et Camille Cotin. Et c'est génial, quand on a des belles adaptations, c'est génial. Mais j'ai jamais, à partir du moment où je suis aussi scénariste, j'ai jamais écrit un livre en me disant tiens, ça ferait un film.
Ok. Et Jalouse, moi, c'est vraiment une des comédies françaises que je préfère. J'adore. Ah, c'est trop sympa. Vraiment, j'adore ce film. C'était une belle aventure, Jalouse. J'ai eu plein de fois. Vas-y, raconte alors comment. Plus joyeuse parce que d'abord le tournage. Moi, j'avais le sentiment de maîtriser bien mieux la mise en scène, donc c'était quand même assez plaisant. Tu t'es basé sur ton expérience du premier ou t'es quand même allé creuser d'autres trucs Non, l'expérience du premier, c'est largement l'équipe, tout ça, ça a été vraiment, vraiment, vraiment chouette. À part qu'il faisait froid, on a tourné, que je suis très frileux et Karine Viard aussi. Ouais. Moi aussi. Voilà. Tourner avec Karine, c'est quand même quelque chose qui est assez inoubliable. Hein. C'est vraiment une machine de guerre. De dingue. Ouais. Donc quand tu lui écris un rôle où elle est pratiquement tous les plans, elle a tout à jouer, elle a l'humour, la méchanceté, le désarroi sentimental. Enfin, c'est un régal. Pas toujours facile parce que tu tournes avec tous les plans, c'est long, c'est difficile. Je veux dire, mais humainement, elle a été tellement avec nous, tellement drôle. Anne Dorval, enfin tout le casting, vraiment. Ouais. Et tu préparais ça a été écrit vraiment en pensant à une comédie, mais qui faisait réfléchir aussi sur ce basculement, et surtout, on avait envie d'une comédienne qui puisse être aimée tout en étant extrêmement méchante et violente. Mais tout à fait. Donc, c'est ça qui est savoureux dans le film. C'est vrai que ça me fait plaisir parce que ce film a une super vie. Il était sur les plateformes, beaucoup de gens m'en parlent. Pour donc moi, c'est chouette. Puis ça a été plein d'histoires. Trouver Dara qui joue sa fille, fallait une danseuse classique. Au dernier moment, on l'a trouvée. Ça a été magique. Hein. Petit scoop pour toi, en fait, vas-y. Comme on la trouvait pas, ça a failli être Nadia Terezevich, qui a eu le César l'année dernière et qui est vraiment une fille géniale. Le seul handicap, parce qu'elle jouait tellement bien et tout ça a été super, Nadia, c'est que physiquement c'était difficile de l'imaginer en fille de Karine Viard parce qu'elle a un physique très marqué. Donc on a continué à chercher. Mais si Dara quittait pas l'Opéra de Bordeaux pour faire le film, ça aurait pu être Nadia. Ah ouais, purée, incroyable. J'aime bien ça, les histoires de. Des histoires, on en a tous plein, ça c'est sûr. Mais j'adore, c'est ça qui est intéressant. Plein là-dessus, sûr. Justement, comme on dit toujours, faire des films, c'est aussi une tonne d'embûches, tu vois. On en parle tout le temps, quoi. Et Jalouse, c'est ton deuxième, ça a été assez facile. C'est dur d'écrire. Mais après, une fois que c'est écrit, ça a été quand même plutôt facile. On a eu le casting qu'on voulait, on a retrouvé Thibaut de Montalembert, notre Bruno Todeschini qu'on adore, qui était déjà dans la délicatesse. On était très triste d'ailleurs de rien avoir à lui proposer pour les fantasmes. Pour les fantasmes, Non, parce que après, c'est aussi ça, un deuxième film, tu choisis des gens avec qui t'es bien, heureux, t'es bien l'équipe. Je n'ai plutôt un souvenir vraiment. En plus, on a vécu des choses assez fortes parce qu'on a tourné dans notre lycée. Avec notre lycée, donc c'était assez marrant. Là où moi j'ai été viré, je reviens par la grande porte. En tant que réal, auteur à succès. Et puis Anaïs de Moustier aussi, que vraiment des acteurs formidables. Et donc t'arrivais en ayant préparé tous tes plans de la journée cette fois-ci ou... Moi, alors bizarrement, je prépare, mais je n'utilise pas ce que je prépare. C'est vrai ? Tu changes sur le plateau ? Ouais, alors je prépare, on fait des réunions avec le chef-op, ça, mais je trouve que pour moi, il y a deux choses qui sont importantes, c'est d'être dans l'énergie du moment, de voir ce qu'on a fait la veille, où on en est. Donc pour moi, j'aime bien que ça soit pas préétabli. Je peux changer tout à fait l'ordre des plans, les plans, quand je suis dans le lieu, quand vraiment et puis pareil pour l'écriture. Ça c'est super avec Stéphane, et aussi il est très bien Stéphane là-dessus, on réécrit les dialogues et tout ça, et ça j'aime bien. Sur le terrain, quoi. Ouais, pour moi j'aime bien l'idée de me dire, alors tu sais ce que c'est, t'as fait un film. La grande difficulté du cinéma pour moi, c'est tu es dans l'obligation d'avoir les bonnes idées le jour J. Donc ça te rend un peu dingue parce que ce que je te disais sur la délicatesse, j'ai trouvé la solution 3 ans après. Donc je peux pas changer. Mais quand tu te dis à la fin de la journée, est-ce que tu es sûr d'avoir ce que tu voulais, c'est assez obsédant. Faut pas que tu arrives au montage en te disant alors ça plus tu progresses, plus tu aussi te dis tiens, il faut trouver l'équilibre entre est-ce qu'on a bien ce qu'on a et puis ménager l'équipe, les acteurs. C'est sûr. Et aujourd'hui, quand tu te présentes, ou quand on te présente plutôt, tu préfères qu'on te dise David Fonkinos, romancier, réalisateur, joueur de paddle, je sais pas, t'es bon? Je suis hyper bon au paddle, c'est vraiment mon truc numéro 1. Ah, c'est vrai? J'ai écrit accessoirement des livres. Non, moi je me sens avant tout écrivain.
Ouais. D'ailleurs, je trouve que même quand j'écris du théâtre ou des films, pour moi, l'essence d'un film, ça reste quand même l'écriture. Hein. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses. Avec on pourrait définir tellement de choses, mais je raconte une histoire aussi, d'une autre manière. Ouais. Mais non, le roman écrivain, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Écrivain, et ça reste assez obsédant. Et donc là, tu prépares un prochain ? Ouais. Oui, alors là, je suis là au moment où on fait cette interview. En fait, mon dernier livre, La vie heureuse, est sorti depuis 3 mois. Moi, j'écris des livres très différents les uns des autres. Ouais, c'est vrai. Avec des énergies différentes, parfois avec de l'humour, parfois de la gravité. Là, c'est incroyable parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, le mec qui part en Corée, qui fait un rituel, il se met dans son cercueil, ça va être hyper anxiogène. Ouais. Je sens que je suis pas sûr que ça va vraiment toucher ou... Ça n'a pas d'importance, j'essaie d'écrire les histoires qui me traversent, qui sont assez obsédantes pour moi, et il faut un rapport de nécessité aux choses. Et c'est vrai que l'accueil sur ce livre est incroyable et ça me rend très heureux. Et là, tout à l'heure, j'ai fait une référence à mon côté scorpion. Ouais, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais j'aimerais bien écrire autour de... Des signes astrologiques ? Pas forcément de l'astrologie, mais peut-être de la voyance ou des choses comme ça. Mais je veux pas, c'est un peu ringard en fait comme sujet. Donc je suis un peu... ça sera peut-être un personnage. Ouais. Je suis en train de l'écrire activement là, parce que je suis vraiment rentré dedans. Ouais. T'y crois ? Mais je sais pas, mais on verra. T'as déjà consulté une médium dans ta vie ? Alors non, pas vraiment. Bizarrement, pourtant je pourrais, mais là j'en vois, j'ai vu mon nom qui est très très bon. Je peux lui faire de la pub, là, Patrick Amselem. Ouais. Mais il a des bonnes. Ouais, mais en fait j'envoie une autre demain, mais pas pour consulter. Pour la première fois. Pour t'inspirer ? Bah moi je fais jamais de rendez-vous. J'interroge jamais personne pour mes livres. Pour la délicatesse, j'ai pas interviewé des veuves ou vers la beauté, j'ai pas agression sexuelle, j'ai pas travaillé autour de ça. Mais c'est marrant parce que ton podcast, c'est sur le début. Ouais. Et en fait, je suis assez obsédé par la naissance du don. Ouais. Qu'on croit ou qu'on croit pas, les médiums, j'essaie d'en voir quelques-uns pour qu'ils me racontent à quel moment ils ont le sentiment d'avoir ce don, comment ça s'est... l'origine. Si tes auditeurs fans de toi et m'écoutent et peuvent m'écrire sur Facebook pour me donner des anecdotes. Ah ouais. J'ai un vieux Facebook de dépressif, moi, donc... mais non, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant. Au-delà de mon livre, ça m'intéresse vraiment. Okay. C'est un sujet génial. Ah ouais, carrément. Parce que t'as des histoires incroyables. Bien sûr. Comment, d'un coup, t'as... Bah oui. Mais bizarrement, moi, l'expérience... Ces gens qui te disent, je voyais une femme et j'étais la seule à la voir. Ah oui. Ça, c'est fou. Ouais, le 6e sens. Bah mais alors... je sais aussi pourquoi ça m'intéresse. Parce que j'ai eu une expérience de mort. Bien sûr. Et j'ai eu le sentiment... Alors, je le dis pas trop en interview parce que c'est un peu limite. On peut se dire, tiens, il se la pète ou je sais pas. C'est pas du tout le cas, évidemment, mais... par exemple, j'ai écrit La délicatesse assez rapidement. Ouais. C'est un livre qui après a eu un tel succès. Et je me demande tout le temps... comment en fait j'ai eu les idées, d'où elles viennent, pourquoi, l'imagination. Et je pourrais considérer que c'est une forme de don. Parce que je suis pas issu d'un milieu culturel, mais à partir du moment où l'expérience de la mort a déverrouillé quelque chose en moi, j'ai le sentiment que ça m'a aussi permis de devenir écrivain avec la facilité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail, je parle pas de la valeur de mon travail. Je parle juste du fait que je peux montrer devant un ordinateur. Et j'ai des idées tout le temps, en fait. Tout le temps. Je vois des dialogues, je vois des scènes, je me dis, mais c'est une forme de voyance. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois pas l'avenir. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, mais tu vois des choses. C'est de l'inspiration. C'est comme si... mais j'en avais pas enfant, moi. Je faisais des rédactions. Je pense que cette expérience de mort a déverrouillé chez moi cette forme de voyance. Et tu crois que c'est une sorte de... Alors là, je sais pas, je suis dans la conversation, mais je sais pas. C'est une sorte de chakra qui s'ouvre, de tunnel, et que on te nourrit. Non, mais je sais pas, toute comment dire, explication est... Les gens vont dire simplement, sans être trop barré, sans être trop mystique. Et on peut dire aisément, enfin souvent on entend que nous avons des capacités hors normes que nous n'utilisons pas. Ouais, bien sûr. Que certaines personnes arrivent à aller chercher l'intuition, l'imagination... la médiumnité, voilà. Mais que potentiellement on a tout ça et qu'on développe plus ou moins
c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, tu te dis parfois, ils ont une intuition au 6e sens, ils se prennent des bonnes décisions. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même... les gens n'utilisent pas leur cerveau de la même manière. Non, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, tu vois, on dit toujours le syndrome de la page blanche. Il y a des gens qui peuvent passer des jours, des heures, des mois, des années devant une page et sans rien. Ouais. Et l'inverse, les gens ne comprennent pas d'où vient tout cet imaginaire. C'est magique. C'est génial. Donc c'est ça qui t'inspire en ce moment, c'est d'aller creuser tout ça. Oui, non, mais en fait c'est peut-être un personnage, ça sera peut-être que quelques pages. Ouais. Non, mais j'aime bien quand les idées se mettent un peu en place. J'aime bien ce moment-là, le début. Le début. Parce que le début c'est l'élection de... Tu sais si ça reste un début. C'est comme les histoires d'amour. Hein. Le début, tu sais si ça va continuer assez vite. C'est vrai, t'as ce sentiment. Ou si c'est un début. Ouais, c'est vrai. Tu sais que si parfois tu vois 2-3 fois la personne, tu dis bon bah tu sais que c'est peut-être très bien, hein, mais ça sera un début. Et t'as eu ce sentiment-là quand t'as écrit pour la première fois. Je parlais pas de ma vie personnelle. Hein. Quand t'as écrit pour la première fois et que t'as fait ton premier film, est-ce que t'as eu ce sentiment que ça allait te mener vers une belle carrière? Je sais pas, parce que je te dis tout à l'heure, j'étais parasité aussi par... j'ai aussi le fait que quand c'est un long travail que j'ai fait sur moi. Ouais. Et je me sens vraiment... par rapport à mon dernier livre d'ailleurs, le titre La vie heureuse, on m'a souvent posé la question en interview, c'est quoi pour vous la vie heureuse? Et j'ai parfois répondu qu'une des conditions de la vie heureuse, c'était de se libérer du jugement des autres. Ouais. Et donc moi, au début de mes films, des livres, j'étais un peu parasité par l'angoisse de... qu'on me juge ou qu'on me trouve nul, mais pas parce que on a le droit de me trouver nul, je veux dire, mais j'avais un peu de mal à accepter en fait, j'étais pas spécialement destiné à m'exposer autant au public et à être autant dévoilé dans mon intimité. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs beaucoup de fiction. Ouais, c'est vrai. Je suis incapable de... Mais j'ai beaucoup progressé et maintenant je m'en fous un peu et ça c'est génial. C'est-à-dire que maintenant je me dis pas... Parce que pour moi, voilà, par rapport à ta question, j'étais un peu parasité au début par... le jugement des autres. Mais pas... c'était pas négatif. Hein. Ouais. Mais même, je me disais, mais ils vont pas passer 3 heures à lire mon livre et tout ça. Je me disais, mais je vais pas imposer ça. Ouais. Et maintenant, tu t'es un peu libéré de ça, quoi. Et parfois, quand j'arrivais dans les avant-premières de films et tout ça, je me dis, théâtre, ça m'arrive beaucoup aussi. Théâtre, en plus, c'est immédiat. Je me dis, oh là là, s'ils rient pas là, mais ils vont se dire pourquoi ils sont venus, tout ça. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait plus de comédie que de drame. Parce que t'as un rapport immédiat à la réaction des gens, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour autant, je trouve ça plus dur, moi. Oui, c'est plus dur, mais je pense que ça... Si t'as fait une comédie, tu sais ce que c'est. Ça joue sur une fragilité aussi d'avoir besoin du retour, quoi. Ouais. Faut un peu se la péter pour faire des drames. Ouais. Non, je déconne. Et alors, donc on a pas... Non, tu sais quoi? Alors non, fais gaffe, me fais pas ce truc-là. Hein. De quoi? Parce que parfois tu fais une interview pendant 1 heure et ils vont te mettre que la phrase à la con que t'as sortie à la fin. Pas du tout. Non mais tu sais, non mais attends, ça m'est arrivé tellement de fois. Mais non. Tu fais une interview et alors j'ai fait une interview, je me suis fait engueuler, j'étais au Mexique. Des extraits. J'étais au Mexique. J'ai fait vraiment un très grand entretien, je crois que c'était pour El País. Ouais. Et mon éditrice, elle m'a pas engueulé, mais elle m'a dit, mais David, il faut que tu sois lucide, fais attention jusqu'au bout, parce que je parle de mon travail pour mon dernier livre, c'était numéro 2, et puis je parle de numéro 2, et à la toute fin, je dis que je parle de Charlotte, qui est un livre très important, qui a changé ma vie, et je dis à un moment donné, il m'arrive de penser que peut-être que je pourrais jamais égaler Charlotte, ou que ce que j'ai fait plus important est derrière moi. Ah ouais. Mais c'est une phrase en 1 heure. Oui, je comprends. Et ils ont mis sa carrière est derrière lui, ou un truc. Alors le titre c'était ses meilleurs livres sont derrière lui. Ah ouais, d'accord. Il pense que ses meilleurs livres sont derrière lui. Au moment où tu sors le bouquin, c'est dans la plus grosse interview que tu fais, ça fait vraiment limite. Bon. Je comprends. Et je dis là, mais souvent ils te sortent une phrase comme ça. C'est vrai. Alors sache un truc, David, c'est que moi je n'enlève rien. Je laisse tout dans l'intégralité. Oui, mais ça n'a pas... Non, c'est vrai. Si, c'est vrai, je vais prendre un extrait forcément pour promouvoir ce podcast, mais promis, je prends pas cette phrase-là. Non, en plus, j'ai dit ça pour rire. Ouais. Mais alors, on a parlé donc, comme on est là pour parler cinéma, on a parlé des films que tu as fait, tes bouquins que tu as adaptés. Qu'est-ce qu'on ressent quand t'as un de tes livres, comme Les Souvenirs, qui est adapté, mais pas par toi? C'était Jean-Paul Rouve, le réal. C'est génial.
Et c'est pas toi qui l'adapte. Qu'est-ce que tu ressens quand le film est bien, ouais. J'ai fait tous les cas de figure. La délicatesse, j'ai adapté moi-même et réalisé. Les souvenirs, j'ai adapté mais j'ai pas réalisé. Ouais. T'as écrit mais je vais mieux Joker. Ouais. Et puis pourquoi Joker le film est mauvais, mais c'est pas grave. Donc il y a marqué librement voilà. Quand il y a marqué ça, c'est pas bon signe. Ouais. Mais bon, alors là il y a plein d'histoires à raconter sur ce truc. Peu importe. Bah non. Et puis non mais on sait pas bon bref. J'ai trouvé le film très raté, et c'est pas grave, hein. Méris, il a fait des bons films, parfois des films bons, c'est pas grave. Et puis surtout, je suis très gâté, donc c'est pas du tout grave pour moi qu'un truc marche pas ou ça va bien. Et Henri Pic, j'ai rien fait. Donc de Rémi film Besançon. Pour moi vraiment génial, grand talent. Quand tu dis t'as rien fait, c'est-à-dire j'ai rien fait, t'as ni écrit l'adaptation. Non, j'ai juste lu le scénario, j'ai fait 2-3 notes. Ouais, t'as donné. Et c'est tout. Après tu vois le film fait. Non mais Rémi c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Bien sûr. Avec Vanessa Portal ils ont écrit l'adaptation. Il me dit je vais changer ça pour essayer d'avoir Lucchini. Je lui dis bah bravo, hein, bonne chance. Ouais. Puis il me dit c'est bon, j'ai Lucchini. Bah voilà, bravo. Donc super. Et puis après voilà. Film formidable. Ouais, musique de Laurent Pérez Delmar que j'ai eu en invité. Ah, bah lui aussi, je le vois tous les jours. Ah oui. Bah il a les enfants aussi. Enfin, maintenant, sa fille est en 6e, enfin la plus petite, elle était dans l'école de ma fille. Vous êtes dans le même quartier. Donc, et puis, les souvenirs, alors c'est une histoire géniale parce que le livre vraiment marche très bien. Ouais. À l'époque, je viens de faire la délicatesse, j'ai beaucoup de propositions. Ouais. Moi, je rencontre 2 petits mecs, là, Maxime et Romain, qui montent Nolita. Ouais, des jeunes producteurs. Ils n'ont rien fait. Ouais. J'ai eu GC qui veut faire le film, ça. Je me dis, moi, je les aime bien, ces mecs, je vais aller avec eux. Ok. Donc déjà, bon, pas évident. Ouais, mais c'est courageux. Je vois le film Quand je serai petit, de Jean-Paul Rouve. Ouais. Je me dis, putain, ce mec, on a vraiment la même sensibilité, je le connais pas. Ouais. Et après, on est devenu... Ah, tu le connais pas à ce moment-là? Non, alors le point commun aussi, c'est qu'Émilie Simon a fait la musique de son film, elle a fait la délicatesse, Émilie Simon nous présente. D'entrée, je me dis, on est pareil, on aime Souchon, on aime Truffaut, on aime les Beatles. Coup de foudre amical, quand ça arrive, comme ça arrive 3-4 fois dans une vie. Ouais. Donc je me dis, voilà, c'est Jean-Paul. Il sort d'un échec, pas facile à monter, les mecs ont rien fait. Bah ouais. Je prends Jean-Paul comme réal. Tu marches au sentiment, quoi, sur ce projet. Sur ce film-là, incroyable. Et là, Jean-Paul, il me dit, écoute, j'ai une idée pour la grand-mère, je vais prendre Annie Cordy. Je lui dis, tu te fous de ma gueule? C'est une blague, c'est une vanne. Tu vas pas prendre Annie Cordy. Là, je me dis, mais on va droit dans le mur. C'est drôle. Il me dit, voilà, j'ai fait les essais avec elle. Je dis, écoute, quelle idée géniale. Elle est dans le film. D'abord, et non seulement elle est extraordinaire dans le film, mais en plus, humainement, ça a été magique de rencontrer cette femme. Tellement touchante, on a fait la tournée, elle était tellement drôle. Tu vois les a priori? Non, mais j'avais un a priori, je l'avais jamais vu au cinéma. Bien pour moi, c'était Tata Yo-Yo. T'as raison, bah oui. J'ai pas d'a priori, je me dis, mais moi, je voulais qu'ils prennent Emmanuel Riva qui sortait de l'amour. Tu vois, j'étais là-dedans. Bien sûr, je comprends. Mais je savais pas, moi, j'avais zappé que c'était une superbe actrice. Et là, je sais pas comment ils arrivent à monter le film. On a comme ça, et puis le truc fait un énorme. Bah ouais. Et c'est la rencontre avec Jean-Paul, on a écrit ensemble, c'est-à-dire il a rajouté beaucoup d'humour, on a vraiment tellement... C'était génial de travailler avec lui parce que quand il jouait les scènes, on riait tellement. Voilà. Et c'est vraiment un film qui oscille en permanence entre la gravité et la légèreté. À tel point d'ailleurs... Et il est sur Netflix, je crois, en ce moment. Ah ouais? Ah ok, trop bien. Et après, l'occasion de le revoir. On a continué à travailler ensemble puisqu'il joue dans Les Fantasmes. Et puis surtout, j'ai écrit avec lui son film d'après. C'est vrai, le film que... Lola et ses frères. Exactement. Qui a aussi une super vie, mais qui n'a pas marché assez à l'époque. Ouais. Et donc, ça l'avait pas mal affecté. Donc, on a fait ça. Mais je suis un peu en blues, voilà, de mes 2 binômes, là, actuellement. Bah ouais, parce de que, Jean-Paul et de Stéphane. Ouais, bah oui. Alors, j'ai mon nouveau binôme, maintenant, qui est mon meilleur ami Florian Zeller avec qui je travaille, donc je vais pas trop raconter parce que c'est un projet encore. Ouais, ok. Mais c'est super de pouvoir alterner des moments où on travaille à 2 et puis certains moments à 2 ou bien plus, et puis d'autres moments où on est dans la solitude, l'intimité du roman, quoi. Alors, est-ce que... J'ai été hyper bavard. Mais moi, j'adore. Tu sais, en plus, je pourrais rester des heures. C'est pour ça que là, je viens de me dire, bon, je sais que tu dois pas tarder. Et il me reste 3 questions importantes. Ouais, super. Voilà, donc la première... Les autres étaient vraiment pas très importants jusqu'ici, quoi. J'étais très déçu, quoi.
Autant t'es une comique géniale, réalisatrice, actrice, mais intervieweuse. Nul, recalé. Non, mais 3 questions que je ne veux pas. Enfin voilà, je veux pas passer à côté parce que c'est les 3 que je pose en dernier à chaque fois à tous les invités. Donc la première, c'est évidemment pour tous ceux qui rêvent de faire ce métier. Alors là, maintenant, t'es et scénariste, et réalisateur et romancier. Mais puisqu'on est dans le ciné. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un sur quel métier plutôt plutôt scénariste et réal et sur quelqu'un qui peut-être n'a jamais rien fait mais rêve de faire ce métier. D'abord, il faut voir beaucoup de films. Ouais. Je crois qu'on apprend beaucoup en regardant les films. Ce qui est intéressant quand on va être scénariste, par exemple, tout simplement, on regarde un film et on met sur pause. Ouais. Et on se dit, si moi j'écrivais la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se passerait ? C'est pas forcément deviner ce qui va se passer, mais comment j'écrirais la suite ? Intéressant. Si tu fais ça, c'est pour un scénariste, c'est vraiment... Tu réfléchis vraiment à l'histoire. Tu regardes pas que tu prends le temps de réfléchir, de dire tiens. Je pense que ça nourrit beaucoup, voir beaucoup de films. Et puis après, rien ne vaut l'expérience d'aller sur les tournages. Donc trouver des stages, être en école de cinéma, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut se nourrir. Et puis après, il faut trouver sa particularité, quoi. Mais bon, il y a tellement de métiers de cinéma que c'est difficile de savoir. Après, alors, il n'y a plus de bonus DVD, sauf si vous avez encore des lecteurs DVD, mais il y a sur YouTube, il y a pas mal de vidéos mais regarde, pour là, apprendre. Où on écoute ton podcast, si tu interviews plein de gens de cinéma qui se racontent des anecdotes. Exactement. On se nourrit comme ça. Tu vois, moi, je vais écouter Colin Serrault, puis les autres, parce que ça m'intéresse. Bah ouais, et Nakache et Toledano. Ils sont venus. Bah ouais, Olivier est venu, qui raconte comment ils ont démarré, tout ça, hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est fait génial. Pour ça. Ouais. Mais eux, tu parlais des DVD, alors eux, à chaque fois que je les vois, ils n'en reviennent pas parce que non seulement mon film préféré, c'est tellement proche, je le connais, mais à un point qui est vraiment... J'ai par tu l'as saigné, Et surtout, j'ai écouté plusieurs fois leurs commentaires. Donc je les vois, je leur dis des trucs, ils se disent mais comment il... Comment il sait ça, ce fou, cet obsessionnel. Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est en voyant tellement proche ou Nos Jours Heureux qu'on a pris Joséphine Demeaux. Je vais pas parler d'elle pour la délicatesse, mais c'est vrai. Qui joue la meilleure amie. En fait, dans un incroyable. Emploi par rapport aux comédies qu'elle avait pu faire, mais génial. Elle est géniale. Comédienne elle incroyable. Elle est dans les fantasmes et dans la délicatesse. C'est sympa de retrouver les acteurs qu'on aime. C'est vrai. Et alors, donc donc tu parles de Joséphine, mais de tous ces acteurs et tous les films qui ont inspiré ta vie, quand même. Parce que mon avant-dernière question, c'est quels sont les 3 films qui ont soit marqué ta vie, soit que tu conseillerais aux gens de voir absolument? C'est dur, 3 films. Hein. Ouais, je sais. Je pense que je mettrais Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce qu'il m'a vraiment fasciné, scénario Charlie Kaufman. Mais on est rarement... Il y a rarement tout dans un film, et là, je pense qu'il y a la rencontre magistrale d'un scénario, d'un metteur en scène Gondry au sommet de son art à ce moment-là. Complètement foutraque, mais d'inventivité dingue. Duo d'acteurs, Kate Winslet, Jim Carrey, qui vont à ce moment-là faire un film un peu à part. C'est vrai. Musique John Bryan. Moi, je me souviens de mon choc quand je l'ai vu au cinéma. Je suis resté 2e fois et j'ai pleuré Je me suis mis à pleurer. Je pleure pas souvent, mais d'émotion. J'ai été tellement émerveillé par ce film. Les 2 fois. Donc Eternal Sunshine. Je sais pas, j'ai envie de dire Le Grand Bleu parce que je l'ai vu 8 fois quand j'avais 14 ans. Ouais, moi aussi. Et même notre génération. On a tellement été marqués. Après, j'ai déjeuné avec Luc Besson. J'ai posé plein de questions. Mais voilà, Le Grand Bleu. Moi, j'ai une tendresse incroyable pour ce film. Puis après, alors, je sais pas, il y a plein de réalisateurs que j'aime, ça va d'Inarritu à Haneke, évidemment le Coppola, mais je pense que je mettrais un film de Woody Allen, parce que c'est peut-être Annie Hall, je pense. Annie Hall, de toute façon, c'est souvent Annie Hall ou Manhattan. Non, mais j'aurais pu mettre Crimes et délits. Non, il y en a plein que j'adore. Mais là, on est vraiment dans ce qui m'a nourri vraiment en tant que écrivain aussi, en tant que scénariste, en tant que... Je trouve qu'il y a certains films comme ça où il fait des allers-retours permanents entre un humour inouï et puis la profondeur de ce qu'il raconte. Annie Hall a ça, c'est au Manhattan, bien sûr. Ok. Et dernière question, quelle serait, parce que pour moi, la vie n'est presque rien sans cinéma, bien sûr, mais sans musique, quelle serait la chanson ou la musique
idéal pour composer la bande originale de ta propre vie? Wow. Ouais. Sacrée question. Parce que moi, j'écoute Marre de cette nana-là de Patrick Bruel. Donc, je vais peut-être pas mettre ça. J'adore. Ouais. Je sais pas, je pense qu'avec ma fille, on est un peu en... je sais pas, si j'avais réfléchi, il y a plein de chansons, ça peut être Michel Berger, France Gall, tu vois. Émilie Simon, évidemment. Ouais. Mais on est un peu en obsession de Juliette Armanet, hein, qu'on a vu plein de fois, qu'on adore, voilà, qui est extraordinaire. Donc une en particulier Qu'importe. Qu'importe de Juliette Armanet. Ouais. Ok. Bah, merci. Mais si beaucoup. tu me poses la question demain, ce sera peut-être une chanson. Ok. Mais qu'importe, c'est bien. Ok. Bah, écoute. J'aurais pu dire le dernier jour du disco, mais je vois pas très bien le lien avec ma vie, quoi. Merci David Fontkinos d'avoir été mon invité. Merci Léa. Et puis, hâte de découvrir ton prochain film. Film? Ouais. T'as le temps. Hein. Bah ouais, c'est plutôt pour ça. Hâte de découvrir ton prochain film. Hein. Il sera bien avant le mien. Bon, c'était un plaisir en tout cas. Merci et salut à tous. À bientôt. À bientôt.